soir, déjà plus de 1000 cas pour la période du 1er au 15 janvier 2018. Enfin, 27 février 2011, en République démocratique du Congo, la résidence du président Joseph Kabila est attaquée. Une tentative de coup d'État avortée selon les autorités de Kinshasa. Bienvenue, madame, monsieur, bonsoir. Tout d'abord, ce drame survenu dans le district d'Abidjan. Le corps sans vie d'un garçon né de 4 ans a été retrouvé enterré à Angré, dans la commune de Cocody. Il s'agirait d'un crime rituel. L'auteur présumé, un bijoutier, est entre les mains de la police. Autre drame, cet accident qui s'est produit la nuit dernière sur l'axe Beaunois-Yao. Un camion-ben est entré en collision avec un minicar de transport en commun, bilan 15 morts. La route est donc de plus en plus meurtrière en Côte d'Ivoire. 1458 accidents de la route ont été enregistrés dans le pays du 1er au 15 janvier dernier. On dénombre également plus de 600 blessés et environ 500 décès. Les chiffres sont alarmants et les populations inquiètes. On en parle avec nous Sangaré. Le nombre des accidents de la circulation devient très inquiétant en ces débuts d'année en Côte d'Ivoire. 1458 accidents enregistrés du 1er au 15 janvier 2018. Ils ont fait 482 décès et 610 blessés selon le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Des accidents dus à la délivrance avec complaisance des permis de conduire, la conduite sous l'effet des stupéfiants, la course à la recette et le mauvais état des véhicules. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation par l'Office de sécurité routière OSER sur l'ensemble du territoire, la situation perdure. Chaque jour amène son lot de nouveaux conducteurs sur la voie publique. Ce n'est pas parce que vous avez sensibilisé aujourd'hui que demain, celui qui est venu aujourd'hui, peut-être qu'il a eu son permis il y a longtemps, c'est aujourd'hui que lui, il a pris la route. Mais la sensibilisation que vous avez faite il y a 2 jours, mais 3 ans, 1 an, lui n'était pas là. Donc c'est un perpétuel recommencement. Et on ne va pas dire qu'on va sensibiliser, que rien que sensibiliser. C'est vrai que seulement que vous avez sensibilisé, vous avez formé, vous avez éduqué. S'il n'y a pas la répression, ça ne peut pas aller. Pour le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ces accidents sont pour la plupart causés par des personnes dont l'âge varie entre 15 et 20 ans, c'est-à-dire des mineurs. Comment arriver à réduire ces nombreux accidents de la circulation? Une question qui interpelle l'ensemble des automobilistes. Grosse frayeur hier à Boaké, dans la région de Bouaké. Un braquage à l'arme lourde a été perpétré au marché de Gros. Bilan, 1 mort, plusieurs blessés et 20 millions de francs CFA emportés. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Boaké. Marché de Gros de Boaké. Lundi, en fin d'après-midi, un commerçant d'Ignam revient de la banque à bord de ce véhicule. Il est surpris par 2 individus armés. Il sera dépossédé de son argent, 20 millions de francs CFA au total. Une balle est logée dans son cou. Je suis quitté à la banque pour faire des retraits. Venir rentrer au magasin, au marché de Gros, quoi. Devant le magasin, où j'ai vu ça tirer derrière moi. Donc, c'est par là il a tiré sur moi. Il y a un monsieur qui tenait une Kalachnikov. Donc, il tirait partout. La balle est là. Mon petit frère qui était venu prendre le sac pour envoyer dans mon bureau, lui aussi, c'est lui qui l'ont tiré premièrement même. C'est sur lui qu'ils ont tiré premièrement. Et les tombés, ils ont pris le sac. Les 2 braqueurs, assaillis par les commerçants, décident d'ouvrir le feu avec leur Kalachnikov pour pouvoir s'enfuir. Le bilan est lourd. 1 mort et 14 blessés par balle. Des blessés pris en charge au CHU. Quand ils ont fait l'opération, les gars partaient, ils ont commencé à tirer pour aller. C'est là que la balle nous a pris jusqu'en haut là-bas. C'était violent. Selon les commerçants, depuis plusieurs mois, le marché de Gros connaît une insécurité grandissante. Certainement que le conseil d'administration trouvera des solutions. En attendant, les autorités policières ont ouvert une enquête pour retrouver les 2 braqueurs en fuite. Autre actualité, la 4e édition de la journée carrière de l'École des hautes études commerciales de Paris. Élèves, étudiants et travailleurs de Côte d'Ivoire ont pu découvrir récemment les différentes conditions d'accès à HEC. On fait le point avec nous Sangaré et Dangui Dangui.
Outil indispensable pour le développement des ressources humaines de tout État ou entreprise, la formation permet de doter le pays ou l'entreprise d'une main-d'œuvre qualifiante. Mieux, de contribuer fortement à sa croissance. La formation est un moyen pour nous, en tant que jeunes Africains, de briser des barrières et aussi en tant que jeunes filles, de pouvoir se prendre en main. La formation est l'avenir même de notre pays, la Côte d'Ivoire, et un individu qui est formé, je pense que rien ne peut l'arrêter. Plus on se forme et on acquiert des compétences, on acquiert le savoir, qui est la meilleure richesse qu'on ne peut quantifier ici-bas sur Terre. Permettre aux jeunes de mieux s'orienter afin de suivre une formation de qualité dans les écoles de référence, c'est tout le sens de cette journée carrière dénommée HECD. Une journée initiée par l'association des diplômés du groupe HEC Paris, résident en Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers du travail que nous avons fait, parce que nous sommes passés d'une vingtaine de diplômés aujourd'hui à plus d'une centaine. Nous sommes très heureux que les gens soient venus nombreux pour assister donc à cette présentation. J'espère qu'ils en ont tiré en tout cas donc des leçons. Lorsqu'on entend cette école, ça nous fait tout de suite penser à l'excellence. Et en tant qu'élève, je suis en quête de cette excellence-là. Et en venant ici, j'avais pour but d'en apprendre plus sur cette école, notamment sur mon projet de carrière professionnelle. Et j'ai été totalement satisfaite par cette journée carrière. Créée en 1881, l'école des hautes études commerciales de Paris est une école de commerce française. Cette école a contribué à la formation de plusieurs cadres de l'administration ivoirienne, dont le ministre Bruno Nabagné-Koné. Le procès des cerveaux présumés de la tentative de coup d'État perpétrée en 2015 au Burkina Faso a été reporté aujourd'hui après le retrait de tous les avocats de la défense. Aucune date précise n'a été fixée. Au total, 84 accusés, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, sont jugés. Ils avaient tenté de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré. 30 ans de prison requis contre Park Geun-hye en Corée du Sud. L'ancienne présidente sud-coréenne, actuellement en détention provisoire, est jugée pour corruption, coercition et abus de pouvoir. Le verdict sera rendu le 6 avril prochain. Je vous invite à présent à découvrir le talent d'un jeune créateur de mode. Louis-Gabriel Nouchi, c'est son nom, à 30 ans, et a lancé il y a 6 mois son label. Ses créations vont bientôt être vendues en boutique. Regardez. 9h30, le salon Première Vision vient d'ouvrir ses portes au nord de Paris. Mais ce jeune créateur français a déjà presque fini de passer ses commandes dans ce grand rendez-vous international de la mode. En fait, je fais un noir, un gris et je garde la base blanche. Moi, je sais assez précisément ce que je veux, en fait. Comme ça évite de faire perdre du temps à tout le monde, en fait. Et voilà, je sais que j'ai besoin de tel tissu, tel grammage pour telle pièce. Louis-Gabriel Nouchi n'a plus que 3 mois pour finir sa collection d'été 2019 qu'il va présenter à la Semaine de la mode masculine à Paris en juin. Plus de temps à perdre donc, car créer une ligne de vêtements peut prendre jusqu'à 1 an. Le créateur doit faire appel à toutes sortes d'acteurs, des modélistes aux fabricants de vêtements, sans oublier bien sûr les fournisseurs de tissus. Je voulais savoir si vous auriez cette qualité en noir. Ce fournisseur italien fabrique parmi les meilleurs jerseys du monde. Mais avant de se décider, Louis-Gabriel veut tout savoir, délai de livraison, poids et couleur. Car ce rendez-vous de la filière mode est un moment crucial, celui où le designer peut palper ses tissus et rencontrer ses fabricants. De retour à son atelier, Louis-Gabriel doit aussi passer beaucoup de temps à la gestion au quotidien de ses créations, en coordonnant chaque étape du processus de confection. Tous les agents textiles, tout ce suivi de commandes tissus, de où ça arrive. Après, moi, je travaille avec un modéliste aussi pour faire des patronages. Ensuite, il faut tout mettre en place pour que l'atelier ou l'usine puisse bien produire des vêtements. Et après avoir le produit fini, après il faut les prendre en photo. Enfin, vous voyez, c'est plein d'étapes. Louis-Gabriel réalise toutes ses créations en France ou en Italie. Sur ses présentoirs, on trouve les modèles qui seront bientôt en boutique, mais sans les prix. Pour un t-shirt, il faudra compter 120 € et autour de 550 € pour un pull. De déchirure et d'usure, alors que c'est entièrement automatisé, qu'on peut toujours répéter. En fait.
Amputé de la main gauche et malgré cela excellent footballeur. Cette histoire se déroule en Roumanie. Cosmin Lambru a réussi à imposer son talent de buteur parmi les autres joueurs valides. Tout de suite, découvrons les prouesses de ce jeune homme de 19 ans. Comme tout footballeur professionnel, Cosmin sait comment se remettre d'une chute sur le terrain. Mais pour se relever après un méchant tacle de la vie, il a dû puiser au fond de lui-même. Attaquant du club historique Petrolul Ploiești, non loin de Bucarest, il porte une prothèse à la main gauche. Il est le seul footballeur roumain à jouer en championnat professionnel en dépit d'un handicap. J'avais 4 ans quand j'ai commencé à jouer au foot. Un terrible accident s'est produit quand j'avais 7 ans. J'étais dans le village où j'ai grandi avec des amis quand, au carrefour, un poids lourd a viré à droite. Il s'est déséquilibré et a écrasé ma main. Cosmin a perdu ses doigts et la quasi-totalité de sa paume. Après 4 opérations difficiles et 3 mois d'hospitalisation, il a repris le football et remporté plusieurs titres de meilleur buteur avant de passer en senior. C'est un battant, un caractère fort. Il a la joie de vivre et le désir de performance. C'est comme ça qu'on peut décrire Cosmin. Le foot représente toute sa vie. Il est né pour ça. Malgré un beau palmarès national, le club où il joue depuis 13 ans a été placé en faillite en 2016. Grâce à la mobilisation rapide des supporters et des anciens joueurs, l'équipe a tout repris de zéro. Elle est en tête de la 3e division roumaine et espère bientôt monter en 2e. Un défi collectif, accompagné d'un secret espoir pour Cosmin. Je veux qu'on me regarde comme un jeune normal, sans trop insister sur ma main gauche. Quand on pense à Cosmin Lambru, je ne veux pas qu'on pense au jeune sans main, mais à celui qui marque beaucoup de buts et qui joue si bien. Cosmin rêve d'intégrer un jour l'équipe roumaine de football. Mais pour cette année, il a un souhait plus urgent, collecter 8 000 € pour une nouvelle prothèse. Un appel aux dons a été lancé. C'est une tentative de coup d'État avortée selon les autorités congolaises. Le 27 février 2011, la résidence à Kinshasa du président Joseph Kabila est attaquée par des hommes lourdement armés. 6 assaillants ont alors été tués par la garde républicaine qui patrouillait dans le quartier. Mais qui se cache derrière cette agression? Kone Pargasoro. Le coup d'État du 27 février 2011 est un putsch présumé et raté en République démocratique du Congo contre le président de la République, Joseph Kabila. Ce jour-là, 2 groupes d'une centaine d'hommes habillés en tenue civile lourdement armés et non identifiés arrivent sur place de Brazzaville. Objectif, attaquer la résidence de Gombe du président de la République, Joseph Kabila, et le camp militaire logistique de Kokolo. L'opération se tient entre 13h et 13h30, heure locale. Selon des sources anonymes, les assaillants arrivés par le flanc du Grand Hôtel de Kinshasa ont franchi une première barrière au niveau du Centre de commerce international du Congo avant d'être stoppés à une deuxième barrière. Après environ 15 minutes, ils sont repoussés par la garde républicaine des forces armées de la République démocratique du Congo. 7 d'entre eux sont tués et 16 sont faits prisonniers. En fuite, certains assaillants tirent des coups de feu sur l'avenue des forces armées au niveau du camp Kokolo, causant la panique dans des communes voisines. Des sources signalent 5 militaires tués lors de l'assaut sur le camp de Kokolo. Joseph Kabila avait, lui, quitté les lieux vers 12 h. Au moment de l'attaque, il est aperçu en inspection sur le boulevard du 30 juin à 16 h, interrompant la diffusion du match AS Vita Club Zanzibar Océan Viro. Le ministre de la Communication, Lambert Mandé, annonce en français et en lingala à la télévision congolaise que la situation est sous contrôle et que les institutions en place fonctionnent normalement. Le 2 mars, le ministre Mandé qualifie les attaques d'action de terrorisme primaire et confirme que près de 60 des assaillants sont entre les mains des services spécialisés auxiliaires de la justice et sont interrogés. Le 3 mars, 126 personnes suspectées d'avoir participé aux attaques de la résidence du président et du camp Kokolo sont présentées à la presse par l'inspection générale de la police de Kinshasa. Le bilan humain est ajusté à 19 morts, 11 assaillants
et 8 militaires des forces armées. L'ONG La Voix des Sans-Voix, préoccupée par le déroulement de l'enquête le 9 mars 2011, affirme que des innocents ont été interpellés et certains torturés. En réponse, le ministre Lambert Mandé déclare que l'affaire suit son cours normal, laissant à la justice le soin de déclarer qui est coupable ou innocent et que les actes de torture sont illégaux. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI2. Prochain rendez-vous demain, 19h.